Professeur Vibert, bonjour. Vous êtes chirurgien viscéral et digestif à l'hôpital Paul Brousse à Paris et professeur de médecine à l'université Paris-Saclay. Vous êtes porteur de la chaire BOPA. Qu'est-ce que la chaire BOPA et comment elle est née? Alors la chaire Innovation BOPA, c'est un lieu, qui a pour objectif, d'améliorer la sécurité des soins par une approche à la fois humaine et technologique. La chaire Innovation BOPA est née en 2020, mais la chaire Innovation BOPA est née sur des idées qui ont été développées à l'occasion de quelque chose que j'organise, tous les ans ou tous les 2 ans en fonction de nos finances, depuis, 2015, qui s'appelle le Week-end de l'innovation chirurgicale. Donc en fait, le Week-end de l'innovation chirurgicale, ça consiste à amener au bord de la mer des chirurgiens, des anesthésistes, des infirmiers de bloc opératoire, des sociologues, des anthropologues, des mathématiciens et de réfléchir au futur du bloc opératoire. Et en fait, c'est un think tank et à la suite de ce think tank, on a créé le Do Tank et le Do Tank est donc la chaire Innovation BOPA, avec, comme membres fondateurs l'AP-HP, l'Université Paris-Saclay et l'Institut Mines-Télécom. L'une des thématiques de cette chaire, ce sont les jumeaux numériques. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'objectif de la chaire BOPA, c'est améliorer la sécurité des soins et diminuer le nombre de chirurgies futiles. Moi, je fais de la chirurgie du foie et de la transplantation et ce sont des chirurgies qui sont des chirurgies à risque avec, non seulement un risque en post-opératoire de morbidité, c'est-à-dire de complications post-opératoires et parfois de mortalité, mais aussi, comme on opère des cancers, un risque, de récidive du cancer. Et donc, l'objectif de la chaire BOPA, c'est de mettre en place des solutions numériques pour pouvoir diminuer le risque de chirurgie futile, c'est-à-dire des chirurgies du foie qui sont associées à un décès dans les 3 mois et ou à une récidive du cancer dans les 6 mois. Et donc, pour pouvoir justement éviter cette chirurgie futile, il faut être capable de très bien préparer les opérations. Et préparer les opérations, c'est quelque chose qui nécessite de pouvoir, à plusieurs, penser le même problème. Et comment on fait pour penser le même problème? Eh bien, on utilise des jumeaux numériques. Qu'est-ce que c'est qu'un jumeau numérique? C'est une représentation numérique de la réalité à partir de différents examens, souvent des examens morphologiques, scanner, IRM, échographie, avec quelques examens biologiques pour pouvoir, raffiner un peu le modèle. En tout cas, le principe du jumeau numérique, c'est d'être capable d'apporter à différents professionnels, des chirurgiens, des anesthésistes, probablement aussi du personnel de bloc opératoire, du côté, des penseuses ou du côté, des anesthésistes, un objet numérique sur lequel on va pouvoir définir la meilleure stratégie. Et la meilleure stratégie, c'est pas toujours de la chirurgie. Ça peut être de la chirurgie, ça peut être de la destruction locale avec de la radiologie interventionnelle, ça peut être de la transplantation, qui est une forme de chirurgie, mais ça consiste à changer le foie complètement, ou alors ça peut être des traitements médicaux, traitements de radiologie interventionnelle. Donc le fait de pouvoir mettre devant les yeux de plusieurs personnes une représentation du malade dans un format numérique, ça permet de ne pas avoir à imaginer, la problématique et permettre à tout le monde de penser le même problème. Et c'est ça les jumeaux numériques. Et en fait, ces jumeaux numériques, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis des années et que l'on utilise surtout en préopératoire. Voilà. Et en opératoire, on a essayé de développer des jumeaux numériques avec des sujets de réalité virtuelle opératoire, mais aujourd'hui, je crois que la technologie n'est pas encore mature pour pouvoir, le réaliser. Et donc, à partir des données du patient, on va construire le modèle, et ce qui permet du coup de tester ou de prédire la réaction. Exactement. En fait, un jumeau numérique, donc en fait, il y a différents types de jumeaux numériques. Il y a des jumeaux numériques d'organes, des jumeaux numériques de patients et des jumeaux numériques organisationnels qui permettent de réfléchir sur, différents, processus de soins. Et donc, moi, je travaille depuis, bonne, dizaine d'années maintenant
avec une, dame qui s'appelle Irène Vignon-Clémentel, qui est une mathématicienne qui travaille à l'INRIA et avec Irène Vignon-Clémentel, on travaille sur des jumeaux numériques, d'organes, ou du moins des jumeaux numériques qui permettent de pouvoir anticiper ou prédire les conséquences de nos actes lorsque on envisage une chirurgie, une transplantation ou un geste de radiologie interventionnelle. Et tout le sujet, c'est d'être capable de fabriquer des jumeaux numériques qui soient fiables. Et en fait, c'est toute la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est d'être capable de valider les jumeaux numériques. Ça veut dire qu'on est capable de le faire lorsqu'il s'agit de jumeaux numériques anatomiques. Ça, on est capable, et on l'a fait, de valider, des organes, 3D sur des vrais organes. On montre que c'est assez juste. Mais pour valider des jumeaux numériques hémodynamiques, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça nécessite de pouvoir faire des mesures pendant l'opération. Et ce qu'on a beaucoup de mal à faire aujourd'hui, c'est être capable de simuler les conséquences de l'anesthésie générale. Et en fait, aujourd'hui, on travaille avec Irène Vignon-Clémentel sur, la capacité qu'on aurait à pouvoir prédire les conséquences de nos actes, même quand ces actes sont réalisés sous anesthésie générale. Et c'est ça qui est très compliqué. Et donc, c'est ces jumeaux numériques qui ont permis d'aboutir à la modélisation en réalité virtuelle de la déformation des Mmh. organes? Ouais, en fait, on a essayé de faire ça pendant de nombreuses années. On a même créé, une start-up qui s'appelait Twinical, qu'on a créée avec, des gens de l'INRIA. Hem, Ça a été un échec. Ça a été un échec parce que, aujourd'hui, je ne crois pas, que la technologie soit mature pour être capable de faire des organes virtuels qui se déforment en temps réel, heu, lors de la chirurgie. Il y a des entreprises actuellement qui essayent de développer ça, une société qui s'appelle Surgair, qui essaye de faire ça. Mais, le problème, c'est que, c'est peut-être réalisable lorsque l'organe n'est pas coupé en 2, mais lorsque l'organe est coupé en 2 et qu'on modifie l'infrastructure profonde de l'organe, eh bien, c'est extrêmement difficile de pouvoir ensuite simuler, en temps réel la chirurgie du foie. Donc, c'est quelque chose, qu'à mon avis, on n'arrivera pas à faire avant très, très longtemps. Modulo le fait que, on a des problèmes de reconnaissance d'image en préopératoire, et que la vision par ordinateur, ça marche bien, mais la vision par ordinateur, ça marche bien lorsque, ça saigne pas, lorsqu'on voit bien et ce genre de choses. Et évidemment, si on a un jour besoin d'avoir de la réalité augmentée temps réel, eh bien, c'est aussi dans des situations où c'est un peu compliqué, où on ne voit pas toujours bien. Bref, on a abandonné cette idée et on est parti sur une autre aventure industrielle, mais Tunical, s'est arrêté et c'est dommage, mais la technologie n'était pas mature. Une fois ces algorithmes ou solutions développées, comment on vous les testait? Alors, en ce qui concerne les jumeaux numériques hémodynamiques, donc le fait de fabriquer des, logiciels qui soient capables de pouvoir prédire correctement les conséquences de nos actes. Eh bien, en fait, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On mesure, de manière, sanglante, c'est-à-dire en ponctionnant la veine, en mesurant des flux, des choses, au niveau, du patient et on compare les choses qu'on mesure à des choses qu'on a calculées. Et c'est là tout le sujet dont je vous parlais tout à l'heure, du fait qu'il faut avoir, la capacité à pouvoir simuler l'anesthésie générale. Pourquoi? Parce qu'on nourrit et on fabrique nos modèles hémodynamiques à partir de données qui sont recueillies chez un patient qui n'est pas endormi. Ça veut dire que si demain je vais vous opérer du foie, eh bien, je vous fais faire une échographie cardiaque, je vous fais faire une mesure par une IRM de flux du débit sanguin dans votre veine porte, dans votre veine cave, et je peux même faire une échographie pour regarder la vitesse du sang dans les différents vaisseaux du foie, mais vous n'êtes pas endormi.
Et donc, les calculs que je vais faire sont des calculs qui vont me donner un résultat chez quelqu'un qui n'est pas endormi. Et c'est vrai que lorsque je vais vous opérer et que vous aurez le ventre ouvert ou le ventre gonflé et qui est un peu au péritoine, eh bien, ces régimes de pression se modifient. Et c'est toute la difficulté qu'on a aujourd'hui à être capable de pouvoir intégrer ces modifications liées à l'anesthésie générale, liées au fait que le malade a un remplissage, vasculaire fait par les anesthésistes et donc tout le sujet est là. Et donc aujourd'hui, on travaille sur cette, validation de nos modèles, mais on n'a pas encore des modèles qui marchent parfaitement bien. Mais on y travaille et on avance petit à petit. Alors, ces solutions sont plutôt orientées vers le médecin, mais la chaire aussi s'intéresse aux patients. Absolument. La chaire Bopa, s'intéresse aussi aux patients et on a développé, depuis longtemps des outils de communication médecin-malade en préopératoire et en particulier un outil qui s'appelle Liversight, qui est une sorte de jumeau numérique pour expliquer aux patients cette fois-ci, qui est un outil sur lequel moi j'ai développé ça il y a très nombreuses années et c'est le docteur Oriana Ciaccio qui travaille avec moi, qui m'a aidé à fabriquer la nouvelle mouture du logiciel, qu'on fabrique d'ailleurs avec, une société qui s'appelle Toys Film, hein, qui une boîte de prod qui m'accompagne sur ces projets-là depuis très, très longtemps, qui sont des gens formidables, qui travaillent beaucoup, beaucoup, pour l'hôpital public et le CHU et donc ces jumeaux numériques permettent d'expliquer aux patients en consultation les chirurgiens. Donc ça, c'est une première catégorie de, jumeaux numériques et d'outils, à destinée des patients. On l'a fait dans le foie et aujourd'hui on est en train de le faire dans le pancréas, et ces outils ont pour vocation, à être diffusés à l'ensemble de l'assistance publique de manière totalement gratuite pour que tous les collègues qui veulent expliquer à un patient qui a un cancer du foie ou un cancer du pancréas et différents types d'opérations puissent le faire avec un outil dédié qui permet à un patient in fine de pouvoir sortir avec un document sur lequel il y a une sorte, de bande dessinée, la procédure thérapeutique à envisager. Ça, c'est en préopératoire. En post-opératoire, on a développé avec une société, enfin une ONG qui s'appelle Base Impact, dans le cadre d'un consortium qui s'appelle Impulse Healthcare, un agent IA, qui s'appelle Colette, qui a pour objectif de pouvoir aider un patient qui a été transplanté ou qui est dans un axe de transplantation, mais c'est plutôt un patient qui a été transplanté, à, suivre un parcours thérapeutique. En fait, c'est quelqu'un qui s'appelle Élise Goyon, qui est une coordinatrice de transplantation, qui est donc une dame qui au quotidien, une infirmière qui au quotidien s'occupe de patients transplantés, qui s'est rendu compte que, les gens transplantés posaient souvent les mêmes questions et parfois à des heures, indues. Et donc, avec, Paul Duhan et ses équipes, au sein de la chaire Innovation de Bopa, on s'est dit qu'il y avait une place peut-être à fabriquer un agent IA qui pourrait répondre à un patient sur une base documentaire qui est la base documentaire d'éducation thérapeutique qu'on utilise au centre hépatobiliaire depuis 20 ans. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir une réponse qui suit ces recommandations, qui sont celles qu'on utilise et que Élise Goyon utilise quotidiennement pour expliquer aux malades, en rajoutant un élément très important, c'est l'histoire du patient. Parce que l'objectif de cet agent IA, c'est que, si monsieur Dupont, qui a été transplanté pour une cirrhose alcoolique à 55 ans, c'est pas monsieur Durand qui a été, transplanté pour des métastases hépatiques d'un cancer du côlon à 45 ans. C'est pas la même histoire, c'est pas le même traitement, et cetera. Et donc cet agent IA, il est formidable parce que non seulement il reprend, des éléments communs à tous les patients transplantés, mais en plus, il va rajouter cette couche de personnalisation qui va permettre à l'agent de répondre, non pas de manière générale, mais de manière particulière en fonction de l'histoire du malade. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est même mieux potentiellement qu'une coordinatrice de transplantation qui, même si elles sont très, très fortes, ne connaissent pas toujours la totalité de l'histoire de tous les malades. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième chose qu'on a fait, pour le patient, dont je suis assez fier parce que non seulement ça marche, mais en plus, ça met en avant le fait que la chaire Bopa est quelque chose qui pousse en avant, des,
gens qui travaillent à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui sont pas que des docteurs, qui sont pas que des grands professeurs, qui font des choses formidables, par exemple sur l'empreinte carbone du bloc et cetera et c'est ça la chaire Bopa. La chaire Bopa, c'est quelque chose que j'ai mis en place évidemment pour pouvoir, apporter des solutions numériques, destinées au bloc opératoire pour améliorer la sécurité des soins avec, cette approche à la fois humaine et technologique. Parce que l'idée, c'est vraiment d'essayer de passer de l'innovation au progrès. L'idée, c'est de pouvoir apporter des solutions numériques acceptées par les soignants, interopérables, raisonnables économiquement, raisonnables écologiquement, mais aussi de pouvoir, stimuler le personnel soignant au sens large pour qu'il reste à l'hôpital et qu'il reste à l'hôpital public et au CHU et c'est vraiment quelque chose dont je suis assez fier, qui marche assez bien. C'est que c'est évidemment, ça produit des choses. Il y a des startups qui sortent de Bopa, hein, donc tout à l'heure, je vous ai parlé de Tunical qui s'est arrêté comme malheureusement pas mal de startups, mais il y en a 2 autres, qui fonctionnent très bien. Uncover, qui est une startup issue de Bopa indirectement, qui est drivée par une jeune femme qui s'appelle Inès Iraki, qui est une start-up qui fabrique, de l'ambient AI pour faire des comptes rendus opératoires automatisés et puis Dots, qui est, une start-up là aussi issue de Bopa, qui, s'appelle Digital Organ Twins et qui là fabrique, des jumeaux numériques pour pouvoir planifier de manière extrêmement précise des stratégies chirurgicales. Donc l'histoire continue. Et donc, si l'histoire continue, comment vous voyez la chirurgie, notamment hépatique, dans 10 ans? Alors, je pense que la chirurgie hépatique dans 10 ans, va se faire de plus en plus avec de la robotique chirurgicale. Je pense que très clairement, le robot, va se développer parce que, c'est quelque chose qui permet de faire des gestes complexes et cetera. Il manque aujourd'hui encore, des outils dans le domaine de la robotique chirurgicale, mais ces outils vont arriver. Ce qui va se développer beaucoup, je pense que c'est la transplantation, parce que la transplantation, c'est de plus en plus un très bon traitement du cancer du foie, et en particulier des métastases hépatiques du cancer du côlon. Mais on n'aura pas assez de greffons pour tout le monde, donc il va falloir relancer le donneur vivant pour pouvoir avoir suffisamment de greffons et le donneur vivant, ça va impliquer de faire des prélèvements d'organes chez des sujets sains et donc ça se fera probablement aussi avec de la robotique chirurgicale. Donc je pense que globalement, la robotique chirurgicale va augmenter. La transplantation, peut-être qu'il y a une infime partie qui se fera avec des robots, mais je pense que ça va représenter quand même, peu de malades et donc la transplantation sera toujours par voie ouverte et sinon je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se développer dans le traitement non pas chirurgical, mais endovasculaire ou percutané des petites tumeurs qui aujourd'hui on opère des petites tumeurs. Je pense que dans quelques années, on n'opérera plus des tumeurs de moins de 3 centimètres. Alors est-ce qu'on les traitera avec de la destruction locale, avec de la radiologie interventionnelle ou alors avec même des nouveaux traitements tels que histiosonique? C'est quelque chose qui n'existe pas encore en France, mais c'est la cavitation ultrasonore qui a l'air de très intéressant, hein et voilà, donc il y a des choses comme ça. La radiothérapie externe aussi va prendre de la place. Donc je pense que, on va avoir, toujours de la chirurgie du foie, plutôt pour des grosses tumeurs. Probablement de plus en plus de transplantation, si on a suffisamment de greffons et je pense qu'il y a beaucoup de malades avec des petites tumeurs qui sont traités, par des traitements qui sont non chirurgicaux parce que, ça progresse et l'autre élément, c'est qu'on va avoir aussi probablement une part de plus en plus importante, de, traitements personnalisés à la lumière de biopsie du cancer pour pouvoir avoir des cartes d'identité génétique beaucoup plus précises afin de pouvoir effectuer des traitements à la carte. Donc ça sera une association de plusieurs choses, mais très clairement, la chirurgie du foie et la transplantation ont encore de beaux jours devant elles, ça j'en suis persuadé, avec des jumeaux numériques. Il est important aussi de dire que tout le monde peut soutenir la chaire Bopa par, des dons à la fondation de la PHP. Absolument, c'est même, nécessaire et jamais suffisant. Donc il faut absolument soutenir la chaire innovation BOPA, soit par la fondation AP-HP, soit par la fondation Mines Télécom, soit par la fondation de l'université Paris-Saclay. Que vous soyez, patient, un ancien patient, une industriel, tout ça est évidemment déductible d'impôts et vraiment ça nous aide à avancer, à ouvrir des chemins.
qui dans certains cas, débouchent sur des choses formidables, dans d'autres cas nous montrent que c'était pas la bonne direction. Mais en tout cas, ça continue, ça avance et je pense que ça grossit. Merci, professeur. Je vous en prie.